Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Défense. On va parler d'une nouvelle sortie, deux nouvelles sorties au pluriel médiatique de Rima Hassan avec vous, Océane Nicole. Bonsoir Mathieu. Vous avez les faits assez particuliers d'ailleurs. Tout à fait. Ça commence par un tweet où Rima Hassan s'en prend directement à une entreprise française. Cette entreprise, elle s'appelle Eurolinks et elle fabrique des maillons pour armes automatiques. Elle a notamment vendu des maillons à Israël et c'est une grave erreur pour Rima Hassan qui accuse donc cette entreprise de contribuer tout simplement à la guerre dans la bande de Gaza. Regardez ce tweet qu'elle a publié samedi. Israël représente plus de 7% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise Eurolinks basée à Marseille. Les munitions retrouvées sur les corps de centaines de victimes palestiniennes, notamment lors du massacre à la Farine, correspondent aux maillons M27 qui permettent les tirs en rafale. Le 23 octobre 2023, dans un chargement à destination d'Israël, ont été retrouvés des cartons avec l'inscription 10 000 liens pour des munitions, etc. Depuis l'ordonnance de la Cour internationale de justice, la cessation des livraisons d'armes vers Israël est une obligation légale. Et après ce tweet, elle en publie un autre que vous allez voir où il y a tout simplement l'adresse et le numéro de téléphone de cette entreprise basée à Marseille, un tweet qui a été vu plus de 600 000 fois, une façon donc d'appeler ses followers, ses partisans à boycotter cette entreprise, voire même à menacer, à harceler les salariés de cette entreprise. Donc ça peut paraître dangereux. Ce qui est marrant, c'est qu'elle se plaint depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années du boycott qu'elle reçoit sur les médias via les réseaux sociaux par beaucoup d'internautes, mais au final, on voit qu'elle fait exactement la même chose. Quel est, en clair, est-ce qu'il y a des suites? Est-ce qu'il y a, au-delà de cette polémique? Alors, il y a le préfet de police des Bouches-du-Rhône, puisqu'on parle de Marseille, qui a signalé au procureur de la République ce tweet qui, je cite, est jugé susceptible d'inciter à la violence à l'encontre d'une entreprise marseillaise. Il y a le sénateur des Bouches-du-Rhône qui dénonce un appel à la haine, qui menace la sécurité des travailleurs. Pour lui, ça justifie la déchéance de nationalité, puisqu'on sait que c'est un débat justement pour éventuellement retirer la nationalité française de Rima Hassan. Il y a aussi l'indignation du porte-parole national de la police, Alliance Police, et réaction aussi du ministre français de l'Intérieur qui assure que les postes de Rima Hassan appelaient à la vindicte contre l'entreprise marseillaise. En effet, c'est pas son premier coup d'État, puisque quelques jours avant, elle parlait du Hamas, comme je cite, le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international, pas d'organisation terroriste, pas du tout de crime de la part de cette organisation terroriste pour Rima Hassan en tout cas. Et d'ailleurs, ça a un petit peu énervé le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui assure que ces propos relèvent de l'apologie du terrorisme, selon les propres mots du ministre français. Merci Océane Nicole. Alors je vais en parler avec mon invité Mickaël Prazan. Vous êtes écrivain et réalisateur. Vous venez d'écrire sur la vérité sur le Hamas et les idiots utiles. Et ma question, Mickaël, c'est tout simplement, est-ce que les idiots sont utiles ou alors plus dangereux qu'utiles? Ils sont utiles au Hamas. Je rappelle que l'origine de ce mot, les idiots utiles, vient de l'Union soviétique. On l'attribue normalement à Lénine, même si on peut considérer que c'est peut-être un mot apocryphe. Mais en tout cas, les idiots utiles désignaient du temps de l'URSS les compagnons de route ou les partisans du Parti communiste à l'étranger et particulièrement en Occident qui répercutaient la propagande et les mensonges de l'URSS. Et donc ils servaient les intérêts de l'URSS. Aujourd'hui, on a toute une panoplie d'idiots utiles qui servent les intérêts du Hamas en particulier, des frères musulmans plus généralement. Et Rima Hassan est, en pole position dans cette catégorie des idiots utiles qui ne font que répercuter en réalité les éléments de langage du Hamas, quand ce n'est pas tout simplement un certain nombre d'articles de la charte du Hamas, ce que fait très régulièrement, voire quotidiennement en réalité, Rima Hassan. Ce que je pose comme question finalement, Mickaël Prazan, est-ce que elle sait qu'elle organise un dérapage contrôlé, Rima Hassan, ou alors elle tente et elle verra après? Difficile à dire. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette jeune femme. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle est un élément très utile pour le coup, à la fois dans la politique clientéliste de LFI, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle a été recrutée, et puis bien évidemment pour les relais du Hamas et la parole du Hamas à l'étranger, et particulièrement en France. Quelle est la raison qui l'incite à le faire ?
je ne pourrais pas le dire, si ce n'est que, évidemment, il y a ce qu'elle met en avant d'une manière générale, c'est-à-dire sa biographie, ses origines, son lieu de naissance. Pour le reste, elle est vraiment un instrument de la propagande du Hamas en France. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux, Mickaël Prazan. C'est que, effectivement, nous avons décidé de titrer cet entretien des idiots plus dangereux qu'utiles. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le danger est présent. On n'est pas dans la simple répercussion de la propagande. On est même à l'appel de l'application de cette propagande. Le danger n'est pas nouveau. Le danger nous est tombé dessus dès les lendemains. Bon, je parle même pas du 7 octobre. Dès le lendemain du 7 octobre, que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une inflation terrifiante des actes antisémites qui ont bondi de 1000% par rapport à l'année écoulée. Et ça a pu être possible grâce à l'agitprop, à l'agitation, aux relais propagandistes, principalement de LFI, de la France Insoumise, dont elle est devenue aujourd'hui une figure de proue, jusqu'à même répercuter cette propagande au sein de l'hémicycle de l'Union européenne. Donc c'est un élément effectivement très dangereux, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est elle qui... de par ce qu'elle dit, de par ce qu'elle est, de par aussi son physique, qui est la figure la plus emblématique et la plus séduisante. Et c'est aussi ça le problème auprès de gens qui se disent antisionistes, mais qui cachent mal, bien évidemment, un antisémitisme. Le danger qu'elle propage, c'est le danger qui consiste déjà à relayer des contre-vérités, comme je l'ai dit tout à l'heure, articles très précis de la charte du Hamas, et puis de faire de l'agitprop permanente et de placer des cibles dans le dos d'un certain nombre de personnes, quand ce n'est pas ici pour le cas des entreprises. Donc oui, c'est quelqu'un qui représente un danger permanent, mais contre lequel il est assez difficile d'agir en réalité, malgré toutes les levées de boucliers jusqu'à un certain nombre de ministres au sein du gouvernement, mais enfin... c'est exactement difficilement possible. Mais c'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. C'est-à-dire que, eu égard au tableau que vous venez de dresser, on a de quoi effectivement être effrayé. Mais en même temps, on a l'impression que, et vous êtes, je crois savoir d'ailleurs, vous êtes l'un des premiers, des tout premiers, à avoir pointé du doigt justement le problème de la propagande véhiculée par LFI, et pourtant, rien n'est fait dans les faits. Dans les faits, c'est difficile. Il y a quand même un certain nombre de condamnations. Il y a Bellamy au Parlement européen, Retailleau aujourd'hui, et bien d'autres qui se sont essayés, de toute façon, bien sûr, à dénoncer ces propos. Il y a eu quand même beaucoup de levées de boucliers de ce point de vue-là. Mais l'idée de la faire taire, si vous me passez l'expression, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans un état de droit qui... dans le sens propre du terme. Dans le sens propre du terme, bien évidemment. Mais dans lequel s'applique ou doit s'appliquer la liberté d'expression. Et cette jeune femme n'est pas une idiote, même si elle est une idiote utile, passez-moi l'expression. Et elle sait aussi quelles sont les limites de cette liberté d'expression, même si, bien sûr, elle encourage le boycott, ce qui n'est pas forcément autorisé en France. Mais enfin, au-delà de ça, les limites ne sont pas toujours clairement franchies. Et je crains que vous savez, c'est Richard Malka qui m'a enseigné cela. Lorsque l'on attaque quelqu'un en justice, on est à peu près sûr de perdre. Si on est attaqué, on est à peu près sûr de gagner. Donc c'est aussi, vous savez, ils sont toujours dans une espèce de posture défensive, victimaire, ça va de soi, mais défensive qui fait que lorsque des actions en justice sont menées, il y a tout lieu de penser que soit elles n'aboutissent pas, soit elles seront déboutées. Donc ça sera ma dernière question. Finalement, vous êtes en train de dire que finalement tous les dérapages de la LFI, qu'ils soient fichés S ou pas, sont contrôlés. Je pense que chaque cas de figure mérite examen, mais dans son cas à elle, surtout qu'aujourd'hui elle est protégée par un certain nombre de mandats, et notamment son mandat européen, c'est plus difficile. Et puis après, vous savez, c'est quand même à l'appréciation des juges, c'est à l'appréciation de la justice. La justice, contrairement à ce qu'elle aimerait être, n'est pas complètement aveugle, et tout dépend des gens qui ont, des magistrats, qui ont à juger cela. Et très souvent, je crains que c'est la liberté d'expression, une vision plus élargie de la liberté d'expression,
qui l'emporte, y compris concernant un certain nombre de mots qui aujourd'hui effectivement ont un impact quasiment criminel sur la société, c'est-à-dire qui encouragent déjà un amalgame qui est celui d'Israël et des Juifs, qu'ils soient en Israël ou à l'étranger, importe peu pour ces gens-là. Et Merci. Merci Michael Brazan. Je rappelle que vous êtes auteur de La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci Mathias. Et on poursuit avec cette polémique autour du consulat de France à Jérusalem. Bonjour Chani Guidalia. Il fait polémique parce que, effectivement, il y a certaines accusations du côté des politiques israéliens et d'un ministre en particulier pour le soutien affiché du consulat à l'égard de certains groupes terroristes. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. L'affaire a débuté au mois de février quand Amichai Shikli a demandé à Gideon Sa'ar, donc le ministre des Affaires étrangères, de prendre des mesures immédiates pour fermer le consulat français de Jérusalem pour, je cite, implication dans des activités incitant à la violence et à la négation du droit d'Israël à exister. Alors évidemment, il y a plusieurs accusations qui ont été portées contre le consulat français de Jérusalem. Tout d'abord, la vente de livres, des livres qui font l'apologie du terrorisme et notamment un livre de coloriage pour enfants qui s'appelle From the River to the Sea, avec chaque page qui est consacrée à un thème en particulier, que ce soit le symbole du kéfier, la Nakba ou l'intifada. La police est intervenue dans 2 librairies qui vendent ces livres, et notamment l'Educational Bookshop qui est basée à Jérusalem. La police a arrêté les propriétaires et il faut savoir qu'il y a des diplomates français qui sont venus assister aux audiences après leur arrestation pour leur apporter leur soutien. Il faut aussi savoir que le consulat français a été partenaire via l'Institut français d'une soirée de lancement d'un livre, un livre sur Leila Khaled. Leila Khaled qui est membre du FPLP, donc organisation terroriste. Et il y avait des membres du consulat qui étaient présents à cette soirée de lancement, y compris Leila Khaled, qui elle était en vidéoconférence. Ça, c'est pour ce qui est la vente de livres. Il y a également des accusations de subversion politique contre le gouvernement israélien. Cette accusation concerne davantage le ministère français des Affaires étrangères. Pourquoi ? Sur le site France Diplomatie, il y a plusieurs choses qui peuvent interpellé. Tout d'abord, il y a noté que le consulat est défini comme responsable de la Palestine. Il y a même un ambassadeur qui est nommé, sauf qu'en vertu des règles diplomatiques, un ambassadeur ne peut pas être nommé dans un pays qui n'existe pas. Il y a d'autres choses qui sont notées sur ce site qui peuvent interpeller. Il y a noté la France considère que Jérusalem doit devenir la capitale des 2 États. Israël est le futur État de Palestine. Dans l'attente d'un règlement négocié du conflit et en vertu de la légalité internationale, la France ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Un peu plus bas est également noté, je cite, plus de 10 ans après l'imposition du blocus et 3 guerres contre Israël, la bande de Gaza demeure en proie à une crise économique et sociale profonde, tandis que la situation sécuritaire reste très précaire. Alors, la vraie question, c'est de savoir quelle est la réaction du ministère des Affaires étrangères justement à cette polémique. Oui, alors j'ai contacté le ministère israélien des Affaires étrangères. Il y a eu plusieurs réactions. Déjà au sujet de la fermeture du consulat, ils m'ont affirmé que tout est parti d'une déclaration et d'une volonté d'Amichai Shikli, qu'ils ne sont pas au courant de cette affaire et qu'ils n'ont aucun lien avec cette polémique. Et au sujet de ce qui est noté sur le site internet de France Diplomatie, sur ce point, la question est notée et restée sans réponse. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement un risque de fermeture du consulat? Reste à savoir si cette affaire apportera des mesures concrètes ou alors est-ce que ça restera un simple avertissement diplomatique. Et encore une fois sur ce sujet, le consulat français de Jérusalem n'a fait aucune déclaration ni aucune réaction sur ce sujet. Merci Chani. Un petit peu plus tôt, j'ai pu m'entretenir avec une délégation de sécuritaires, de militaires du monde entier, venue dans le cadre d'une visite du think tank Elnet, dont 2 Français. Je vous propose de regarder cette interview. Et je suis avec Ariane Malzac, bonjour, et Daniel Hervouette, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes contrôleur général des armées, 2e section, ouais. Et madame, cadre dirigeant de groupe de sociétés de défense et de sécurité et réserviste opérationnel dans l'armée de l'air pendant 15 ans. C'est cela. J'ai juste.
Tout juste. Tout juste. Alors quand je me suis présenté, j'ai pas eu besoin de le faire. Vous m'avez dit tout de suite, mais je vous connais, vous êtes le présentateur de défense. Ouais, absolument. Pourquoi cette volonté aussi, en tant qu'officier français, de regarder des émissions qui ne correspondent pas forcément à ce que vous entendez généralement, mais pourquoi ? Vous avez raison, ça ne correspond pas à ce que j'entends habituellement. Simplement parce que moi, je pense être affectivement et intellectuellement très impliqué dans le conflit dans lequel se trouve Israël en ce moment, même la vie d'Israël en général. Et en regardant votre émission entre autres, et puis un certain nombre d'autres débats, etc., j'aime bien regarder également Raphaël Jérusalemi quand il intervient. Ça me fournit cet éclairage de la même manière que s'il y avait un conflit touchant la France, il y aurait des commentaires et des reportages sur l'opération française. Donc je regarderais peut-être davantage la télévision française à ce moment-là. Mais il se trouve que, moi, comme j'ai le cœur toujours accroché à Israël, je regarde régulièrement I24. Et là, je vous vois et c'est toujours avec plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de compétences dans ce que vous faites. Merci. Madame, vous m'avez dit que c'est la première fois donc que vous venez. Oui, alors... Et quand Elnet vous appelle et vous contacte, que se passe-t-il ? Le moment de réflexion. Le moment de réflexion, il a duré à peu près 12 secondes. Moi, je suis à l'autre spectre du profil de sachant de Daniel, c'est-à-dire ma connaissance d'Israël était livresque ou journalistique, mais certainement pas sentie sur le terrain. Et en revanche, mes intérêts sont assez stratégiques sur la stratégie des alliances et des mouvements mondiaux. Donc quand Elnet propose ce genre de déplacement dans des conditions assez exceptionnelles en termes de rencontres avec les parties prenantes, voilà, 12 secondes, peut-être 10 avant d'accepter. Que les téléspectateurs comprennent. Quand vous parlez de stratégie, il y a le micro, c'est le terrain, vraiment, la manière dont ça se passe. Et il y a le macro, c'est-à-dire on élargit, et les alliances. Alors c'était plutôt le macro, c'est-à-dire avoir l'occasion d'aller à un endroit où l'histoire se fait, en ce moment, à une période en plus absolument clé, voire extrêmement chaude de son histoire, et avoir peut-être l'occasion de comprendre un peu mieux ce qui se passe et quelles sont les conséquences que ça peut avoir, ou les implications que ça peut avoir dans le jeu mondial de ce qui va se passer dans notre proche ou un petit peu plus éloigné futur. Une occasion en or. Vous partagez cette vision. Est-ce que ce que vous avez vu, alors vous avez dit que c'est la 4e fois que vous venez en Israël. Absolument. Ce que vous avez vu au cours de cette semaine, est-ce que ça vous a changé votre perception, ça vous a ouvert les yeux, ça vous a apporté de nouvelles informations ? En fait, ça m'a permis de pénétrer beaucoup plus profondément dans ce que je perçois. J'allais dire en surface. En fait, c'est pas vraiment en surface parce que je me renseigne vraiment beaucoup. J'ai des amis sur place et j'ai la capacité aussi de comprendre ce qui se déroule. Et moi, effectivement, aussi la grande carte géopolitique m'intéresse énormément. D'autant plus que j'ai le sentiment de vivre pour la première fois de ma vie, un moment, un événement historique de très grande ampleur où on voit par l'action d'un peuple agressé, mis à mal, mis en difficulté, blessé profondément, je vois ce peuple ressurgir, se réarmer, repartir et voir également la grande cartographie du gouvernement, de l'appareil d'État, de l'armée, qui se réorganise pour retourner complètement la situation et remodifier la grande carte du Moyen-Orient. Je peux vous demander, monsieur Arouet, ce que vous faisiez à l'armée ? Ou c'est quelque chose de secret ? Alors, écoutez, j'ai commencé par être officier dans les forces spéciales pendant un certain nombre d'années. Après, je suis allé dans le renseignement. Et puis, lorsque mes vertèbres ont commencé de souffrir suffisamment de toutes mes activités précédentes, j'ai rejoint le corps d'inspection ministérielle du ministère de la Défense. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que forces spéciales, renseignement, c'est exactement ce qui a malheureusement failli le 7 octobre. Je le disais récemment à l'antenne, l'armée israélienne a failli, les commandants ont failli, l'échelon militaire a failli. Peut-être certains diront une question d'ego, d'autres une mauvaise perception.
Est-ce que justement vous qui venez des forces spéciales et du renseignement, est-ce que ça vous touche le fait qu'on dise les renseignements n'ont pas été à la hauteur? Oui, mais si vous voulez, il faut toujours se confronter au réel. Et le réel, c'est pas un film hollywoodien. Dans le domaine du renseignement, ce qu'il faut savoir, c'est que le renseignement que vous le recevez en quantité monumentale. Et il faut nécessairement faire le tri, choisir, etc. Et quand on a un petit peu l'expérience dans ce domaine, quand on voit arriver une info, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire, soit qu'on est le chef, soit qu'on est au service d'un chef, etc. Je veux dire, ça l'emporte sur tout le reste. Et en définitive, c'est extrêmement difficile parce que d'abord, il ne faut pas se tromper, hein, et c'est pas toujours évident. Après, c'est évident, mais pendant, c'est pas évident du tout. Et puis après, vous avez tous les filtres. C'est-à-dire, vous avez les gens qui considèrent à un échelon supérieur que ça, bon, c'est peut-être quelque chose qui est un peu dans la routine, un peu différent, mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Et très souvent, c'est le cas. Et puis parfois, ça n'est pas le cas. Et puis, au bout du compte aussi, vous arrivez à l'échelon vraiment le plus élevé. Et l'échelon le plus élevé, lui, il a géré 50 dossiers à la fois. Dossiers politiques internes, dossiers de relations internationales, toutes sortes de crises, des réformes dont on ne veut pas et qu'on voudrait quand même, etc. Et tout ça, le politique doit le gérer, quoi. Et alors, quand il a plein la tête, toutes ces confrontations en se disant bon là, il faut que je contrôle ma majorité, que je prenne telle mesure, que je fasse telle réforme, et que vous avez en plus éventuellement quelqu'un qui vous amène 2-3 dossiers disant bon là il se passe ça et ça peut être dangereux, etc. Bon, vous évaluez, mais là il faut vraiment jeter la pierre à personne, parce que combien de fois ne s'est-on pas trompé? Hein, on l'a vu d'ailleurs, si on se concentre sur Israël, on évoquait tout à l'heure 73. Bien sûr. Bon, 73, mais alors là aussi, hein, on peut dire, il y a 50 000 défauts ou fautes petites, moyennes, etc., ou grandes, qui expliquent qu'à un moment donné, on est défaillant. Parce que Alors c'est intéressant. Je vous pose la question. L'erreur opérationnelle, l'erreur de prise de décision, c'est aussi votre domaine. C'est-à-dire que, puisque vous êtes aussi dans la direction des groupes. Oui, c'est vrai, il arrive de se tromper, principalement parce qu'on n'avait pas une vue assez large de ce qui se passait et qu'on n'était pas en mesure d'analyser rapidement pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais moi, ce qui me frappe ici, c'est la capacité de retournement extrêmement rapide, la vitesse de réaction, alliée évidemment à, je pense, deux qualités qui sont absolument, qui sous-tendent la société israélienne. C'est une force de vie énorme, plus qu'une vitalité, une force de vie et une résilience, qui a été prouvée tout au long de son histoire. Et donc je pense que ces deux qualités ou ces deux particularités qui sont dans son ADN ont permis un retournement extrêmement rapide, parce que j'ai compris, parce que on m'a expliqué, et on me l'a bien expliqué pendant cette semaine, j'ai compris évidemment la soudaineté des attaques, mais surtout la multiplicité des attaques en même temps pour un pays quand même qui n'est pas immense et qui n'a pas à sa disposition des forces, alors c'est grâce à la réserve heureusement, mais des forces sans nombre. Est-ce que la perception stratégique que vous aviez avant est différente de la résolution de conflits? Vous parliez de retournement de situation après cette semaine. La vision stratégique que je pouvais avoir était, je l'avoue volontiers, parcellaire, pas assez documentée. Et d'ailleurs, c'est un début de documentation que j'ai vécu cette semaine et qui me donne qu'une envie, c'est de creuser un petit peu plus pour avoir un discours objectif à ceux qui seront intéressés à l'entendre ou à ceux qui me demanderont, ne serait-ce déjà que l'entourage, hein, la politique des petits pas. Je n'ai pas la prétention, en tout cas certainement pas, d'aller courir les plateaux télé. Mais au moins, j'ai été nourri de choses objectives, qu'on peut difficilement mettre en doute, parce que c'est du factuel. Voilà. Et donc c'est ça qui me fait évidemment élargir mon esprit et me donner beaucoup plus d'arguments pour pouvoir d'une part répondre à ceux qui me poseront des questions et d'autre part comprendre un petit peu mieux le monde dans lequel je vais vivre, j'ai envie de vivre. Parce que c'est pas une connaissance déconnectée ou désincarnée. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu cette semaine
ne m'empêche pas de dormir, mais me questionne quand même beaucoup sur le monde tel qu'il se dessine et le monde tel que j'ai envie qu'il soit pour moi et mes enfants et mes petits-enfants. Une question la même, mais avec des mots différents. Est-ce qu'un militaire de carrière, comme vous l'êtes, est fier de voir ce qu'un autre militaire de carrière peut faire face à une guerre multifront? Tout à fait, mais vous savez, au début d'Israël, il y a eu ce qu'on appelait les Mahal, qui étaient des volontaires qui venaient d'un peu partout, un peu comme les brigades internationales à une certaine époque pendant la guerre d'Espagne. Bien, moi je me suis dit, mais franchement, si j'avais eu 30 ans de moins, disons, je serais venu assez volontiers. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu un rêve de camarades militaires. Hein. On est tous un peu des compagnons d'armes. Quand au moins on est à peu près dans une même sphère, je dirais, de valeurs, quoi. Hein. Et les valeurs précisément de Tsahal et les valeurs du peuple israélien en général, la combativité, on a vu des jeunes militaires tout à l'heure qui nous ont parlé, mais alors d'une manière bouleversante. Ils ont une maturité extraordinaire. Ces soldats-là, j'aurais rêvé de les avoir sous mes ordres et de combattre à leur côté, quoi, vous voyez. Donc voilà. Merci. Daniel Arouet, merci à Anne Malzad d'avoir répondu à mes questions. Voilà, c'est la fin de cette édition de Défense. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très rapidement la semaine prochaine.